situation à Calgary pose certains défis, en bonne partie au fait que sa francophonie est dispersée à travers une très grande ville qui compte maintenant plus d'1 million d'habitants. Il est donc difficile d'offrir des services de santé en français là où il n'y a pas une forte concentration de francophones. Et la situation à Calgary est donc très complexe. C'est pourquoi le réseau de santé a choisi de retenir les bons services de la compagnie KPMG pour faire cette étude approfondie de la situation et des besoins de la communauté francophone de Calgary en matière de services de santé en français. Les résultats révèlent que la population francophone de Calgary est grandissante et que les besoins de services de santé en français sont importants et même pressants. Cette étude nous apporte plein de données probantes, des statistiques révélatrices sur le nombre de professionnels de la santé, par exemple, sur la communauté elle-même et sur les services accessibles. Vous verrez aussi des pistes de solutions qui sont suggérées. Mais pour dévoiler les résultats de l'étude, j'invite Mathieu Desmeux de la compagnie KPMG qui a mené cette étude avec son équipe de chercheurs. Mathieu. Merci Paul et merci d'être là tout le monde. Je vais essayer de... Ça ne va être pas qu'il va parler pour la grande partie de la matinée, là, mais on va avoir des périodes de questions également. Alors, je vais faire de mon mieux pour essayer de garder ça intéressant. J'espère que vous allez... J'espère qu'il y a deux choses que vous allez voir aujourd'hui. J'espère que vous allez être confirmé votre expérience. J'espère qu'il y a des choses que vous allez dire, oui, c'est ça que je pensais, et les chiffres confirment mon expérience. Et j'espère aussi que vous allez être un peu surpris aussi, qu'il va y avoir des choses qui vont vous surprendre dans nos conclusions, finalement. Alors, je vais juste commencer un peu par vous expliquer un peu le processus qu'on a suivi. Alors, je travaille étroitement avec le réseau santé depuis novembre sur ce projet. Et vraiment, il y a eu 3 phases vraiment à ce projet-là. Alors, la première phase, c'était vraiment l'analyse de données, un exercice de cartographie qu'on a fait. Je vais donner un peu plus de détails sur ce processus-là dans quelques minutes. Et vraiment, on a regardé à différentes sources pour cette section-là. Ensuite, on a fait un rapport préliminaire par rapport à un peu de nos observations à partir de cet exercice-là. Sur la troisième phase, mobilisation, c'est vraiment là où on a consulté la communauté. On a fait un groupe d'enquête, on a fait des sessions également de groupe avec des parties prenantes de la région. Ensuite, de là, on a fait un autre. On a remis à jour notre rapport avec les nouvelles révélations qu'on a eues dans ces discussions-là. Et finalement, de là, on a vraiment compilé nos observations que vous allez voir dans le rapport ici. De là, on a fait un exercice avec le réseau santé pour ensemble créer des recommandations, des pistes de solutions possibles à poursuivre. Alors, c'est vraiment ces 2 sections-là qu'on va regarder aujourd'hui, vraiment les observations et les recommandations qu'on a développées ensemble. Je vous encourage de suivre. Vous avez des copies du rapport. Alors, pas tous les détails vont être sur les diapos, mais vous avez vraiment tous les détails dans le rapport qui est là. Peut-être juste rapidement sur la structure du rapport. Alors, vous avez une section qui présente vraiment le projet au début. Ensuite, vous avez la section méthodologie qui va un peu plus en détail de ce que je vais vous présenter ce matin. On a ensuite les observations, les recommandations, puis en annexe, on a vraiment tous les détails de tous les données qu'on a recueillies en termes de ce qu'on a entendu dans les enquêtes, dans les groupes de discussion. Et ça, c'est tous les détails de cet exercice-là sont en annexe. Alors, c'est un document assez épais, mais vraiment le gros du sujet, là, c'est vraiment les premières pages. Alors, on a essayé de garder ça vraiment facile à lire et comprendre. Le projet a vraiment été guidé par des domaines d'évaluation. Alors, ce que c'est essentiellement, c'est un cadre de questions qu'on voulait essayer de répondre pour cette étude. Alors, il y a vraiment eu 3 domaines d'évaluation.
porter des services et clientèle, ça c'était vraiment pour identifier c'était quoi les services qui sont offerts, qui sont ceux qui cherchent ces services-là et à quel niveau ils sont offerts. L'accessibilité, qui est vraiment une question de comment facile est-ce que c'est à accéder aux services. Et finalement, la capacité, ça, c'est vraiment, ça regardait à des questions par rapport à les prestataires de services et à quel niveau ils sont capables d'offrir des services en français. Les sources de données qui ont nourri cette étude. Alors, il y a vraiment 3 catégories. J'ai déjà mentionné un peu les consultations et l'enquête. Alors, on a fait plusieurs consultations avec différents groupes d'organismes et de la communauté en général et les professionnels de la santé de la région. On a fait 2 enquêtes, un qui était destiné au public et un destiné aux professionnels de la santé. Et on a regardé des documents et des données. Et les documents, c'était vraiment surtout des documents que le Réseau Santé avait déjà compilés sur la région, sur les services, sur les différents défis de la population à Calgary et en Alberta. Et ensuite, les données, c'est là où on a fait un exercice un peu plus différent. Alors, on a fait une modélisation des services de santé et de la population. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que nous autres, on avait eu accès à un service, on a essayé de modéliser 2024. Alors, comment est-ce que la population et les services, c'est quoi cette répartition-là en 2024? Alors, on a utilisé un service qui s'appelle Environics et on a aussi utilisé les données de tous les répertoires de santé, alors le répertoire de santé du Réseau Santé, celle du Collège des physiciens et un autre également. Alors, on a fait vraiment un travail d'analyse de toutes les données qui étaient sur ces différents répertoires. On a fait un filtre par ceux qui avaient identifié le français comme une langue parlée. Et on a fait un nettoyage de ces données-là, assuré qu'il n'y avait pas de dédoublement. Et ensuite, on a catégorisé ces services-là en 6 catégories. La base de données DemoStats de Environics, ça c'est là où on a pu prendre la population de Calgary et la cartographier au niveau du code postal. Alors ça nous a vraiment permis de visualiser où vivent les francophones dans la région. Maintenant, une chose que je veux juste mentionner rapidement, alors ça donne un peu d'informations sur la base de données qu'on a utilisée. Alors c'est vraiment une estimée, une projection dans le futur. On sait qu'on a vraiment juste les statistiques de 2021 du recensement et comme je suis sûr que vous avez tous eu l'expérience, la communauté a quand même beaucoup changé depuis ce temps-là. Alors, on a quand même des bons estimés. Je dirais que, en général, sont probablement conservateurs comme estimés en termes de chiffres. Alors, juste quelque chose à garder en tête. Mais ça nous donne quand même, en termes de conclusion, on est confiant dans où ce qu'on est rendu avec ça. Pour la population, alors vous allez remarquer, le chiffre est un peu plus bas qu'on est d'habitude. Alors, je sais qu'on utilise d'habitude la première langue officielle parlée. Dans le contexte de cette étude-là, et c'est vraiment la façon que la base de données a catégorisé les parlants français. Alors, on utilise vraiment ce qu'on appelle, en fin de cette étude, français comme langue maternelle. Mais tous ceux qui sont représentés dans cette catégorie-là, c'est ceux qui sont identifiés le français et l'anglais. Le français est une langue non officielle, ou le français, l'anglais et une autre langue non officielle comme langue parlée. Alors, ça nous donne un chiffre autour du 21 100 et un autre chiffre de près de 8 000. On sait que Paul vient de mentionner le chiffre de 40 000. Alors, ce chiffre-là a aussi été utilisé dans quelques-unes des conclusions ou dans notre analyse. Alors, on a toujours voulu un peu comparer les deux puis voir quelle sorte de différence qu'on voyait. Mais en termes de savoir où les gens vivent et au niveau code postal, c'est ce chiffre-là qu'on utilise. Alors, la carte ici, ça a été créé sur Tableau et le Réseau Santé ont ces données-là sur une carte qu'ils peuvent utiliser. Ils sont capables d'identifier différents services dans les catégories que j'ai mentionnées. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont accès maintenant, qu'ils peuvent utiliser, ils sont capables de rentrer. Alors, on sait que ça a l'air assez petit ici, mais tous les points rouges, c'est vraiment où on a identifié qu'il y a une maison avec des gens qui parlent français. Alors, ça, c'est l'autre un peu contexte pour le chiffre ici, c'est que c'est vraiment les maisons. J'ai mentionné les catégories de services. Alors,
le travail de recueillir tous les services qui avaient identifié le français comme langue parlée. On a ensuite catégorisé ces services-là dans 6 différentes catégories, dont soins primaires, soins pédiatriques, le diagnostic, les soins de diagnostic, la santé reproductive, la santé mentale, et ensuite une catégorie un peu attrape-tout qui était spécialité et autres. Alors, vous voyez les chiffres ici sur l'écran. Ça nous montre vraiment le nombre de services qu'on a identifiés. Alors, le nombre de professionnels de la santé qui sont identifiés dans chacune de ces catégories-là. Alors, par exemple, la première colonne ici, 63, c'est vraiment les soins primaires. Alors, on a identifié 63 soins primaires dans la région qui avaient identifié que le français était une langue parlée par le professionnel de la santé. Ensuite, je voulais juste rapidement donner un peu de contexte aux enquêtes. Alors, l'enquête du public, on a quand même eu 180 répondants de la région à cette enquête-là, on était quand même assez contents avec ces résultats-là. Et aussi une représentation assez variée de la population. Alors, vous pouvez regarder ça, c'est tout dans le rapport. Une diapo qui manque ici, c'est pour les professionnels de la santé. Alors, pour les professionnels de la santé, en annexe, on a eu 59 répondants, qui était quand même assez bien pour les fonds de l'étude. Alors, c'était un peu de contexte sur le travail qui a été fait. Alors, on va rentrer un peu dans les observations, puis ensuite, alors, je vais passer du temps à un peu expliquer chaque observation, puis à la fin, vous pouvez me poser des questions aussi à Paul et Jean et Marie-Claude qui faisaient partie vraiment de tout ce travail-là également. Alors, on a vraiment, on a 9 observations qu'on a décidé d'inclure dans le rapport sur les 3 catégories, les 3 domaines que j'ai identifiés au début. Alors, la première, ça a déjà été mentionné, mais ça a été confirmé par l'étude. C'est que la population de francophones de Calgary est vraiment éparpillée, répartie vraiment sur l'ensemble du territoire, sans vraiment qu'aucun quartier ait une concentration vraiment importante de résidents. Et une raison qu'on a regardé à ça, c'était vraiment par rapport à un peu de ce qu'on avait entendu par rapport à la clinique. C'est l'approche d'avoir une clinique centralisée. Alors, vraiment, ça a vraiment confirmé un peu ce que les gens savent, c'est que vraiment, il n'y a aucun quartier qui est vraiment idéal pour centraliser un service nécessairement. Alors ici, on a juste identifié quelques codes postales où il y avait une petite concentration, mais on voit que les chiffres sont quand même assez bas. C'est difficile de justifier quand même qu'il y a un lieu centralisé pour offrir des services. Et aussi, je voulais juste remettre l'accent un peu sur la carte ici. Alors, on a aussi inclus Airdrie, Cochrane, Okotoks dans ce travail ici. Alors, tous les points ici, ça représente une maison dans un code postal où il y avait des gens ont identifié qui parlent français. Alors, on voit vraiment que c'est très éparpillé et quand on zoome in sur cette carte-là, on remarque que vraiment les différences ne sont pas énormes. Il n'y a pas vraiment une concentration très importante dans aucun lieu. La deuxième observation, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu quand j'ai mentionné les services, c'est qu'il existe quand même un important nombre de professionnels de la santé qui s'identifient comme parlant français. Mais malgré ça, l'expérience vécue par les francophones de la région est vraiment différente. Alors, il y a vraiment un écart entre le nombre de professionnels et l'expérience que les résidents ont. Par rapport au service, le nombre de professionnels, pour ceux qui suivent, on est à la page 21. Bon, pour la deuxième observation, alors juste quelque chose que dont je voulais mettre un accent. Alors, ici, on voit le nombre de services. Okay, on est quand même à 63 soins primaires, beaucoup en spécialité. Le 37, ça, c'est les services pédiatriques. Mais ce qu'on a observé dans les réponses à l'enquête, c'est que, et une chose qui est renforcée aussi ça, c'est que 80% des répondants ont mentionné qu'ils acceptent actuellement des nouveaux patients et qu'ils ont aussi la capacité d'offrir un service en français. Alors, une chose qu'on voulait confirmer, c'est que quelqu'un peut identifier qu'ils parlent le français, mais est-ce qu'ils sont réellement confortables d'offrir le service en français?
Et ceci confirme un peu ce côté-là. Maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est que l'expérience vécue vraiment par les francophones de la région est différente de ce qu'on voit. Parce qu'une autre chose que je voulais juste mentionner, je vais retourner ici, c'est que la moyenne de médecins de tout genre par 10 000 habitants dans la province, c'est à peu près 25. Maintenant, si on parle du 40 000 résidents de Calgary et le nombre de professionnels qui se sont identifiés comme parlant français de la région, ça nous amène à peu près dans les 70 par 10 000 habitants. Alors, en principe, on devrait être en train de vivre, on a un accès à des médecins plus élevé que la moyenne de la province. Maintenant, une chose qu'on sait, c'est que ce n'est pas l'expérience vécue par les résidents. Alors, il y a vraiment un écart dans cet aspect-là. Alors, on voit que 65 des résidents n'ont pas accédé à un service en français dans les dernières 5 années. Et un grand pourcentage des participants aussi ne se sentent pas informés sur les services qui existent. Alors, comment est-ce qu'on peut fermer cet écart-là? La troisième observation, c'est vraiment par rapport aux nouveaux arrivants. Alors, on sait que les nouveaux arrivants, ils font vraiment face à des défis uniques quand ça vient à des services, à l'accès aux services de santé. Une chose qu'on voulait confirmer, c'est quels sont justement ces défis qu'ils rencontrent. Et une chose qui a été révélée, c'est que quand même 96 de ceux qui ont répondu à l'enquête ont indiqué qu'il y a un besoin pour des programmes de formation pour les professionnels de la santé afin de mieux les équiper pour la réalité de servir des nouveaux arrivants qui sont en train de s'intégrer dans la communauté. On sait aussi qu'il y a certains aspects des nouveaux arrivants qui sont rendus qui font l'accès à des services encore plus difficiles. Alors oui, on parle de la langue, mais ensuite il y a d'autres aspects, par exemple, vous savez qu'il doit avoir un service non seulement un service en français, mais aussi un service offert par une femme, par exemple. Alors, il y a juste des barrières qui se multiplient quand ça vient à offrir un service à des nouveaux arrivants. Maintenant, c'est pas tout. Une des choses que je voulais juste mettre un accent, parce que je pense que c'est quand même une petite révélation assez positive, c'est que pour les nouveaux arrivants qui sont à Calgary depuis 0 à 5 ans à peu près, on a remarqué qu'ils semblent un peu mieux informés par rapport aux services que la population en général. Et pour moi, ça, c'est vraiment une réflexion de juste du travail des organismes de la communauté qui accueillent justement ces nouveaux arrivants-là, qui font quand même un travail important à informer les gens. Alors ça, c'est vraiment juste quelque chose que je voulais mettre un accent. C'est quand même, je pense que c'est une tendance positive. C'est sûr que il y a quand même un gros travail à faire par rapport à informer les gens. On voit quand même un 42 ici de gens qui ne se sentent pas informés. Mais il y a quand même une plus grande proportion qui se sentent informés de services en santé. Alors, je pense que c'est juste quelque chose d'important à mettre un accent aujourd'hui. Encore par rapport aux nouveaux arrivants, alors des estimés qu'on a faites, et une chose que je veux mentionner de ces chiffres ici, c'est que je pense qu'on est pas mal d'accord que ça reste des chiffres assez conservateurs. Alors, c'était une projection par rapport aux nouveaux arrivants des pays qui s'identifient comme, qui ont soit une des langues officielles, c'est le français, où il y a quand même une grande population de ce pays-là qui parle le français. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on estime à peu près une augmentation de près de 31 de ces pays-là dans la région de Calgary. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a des gros changements dans la région qui risquent de encore augmenter le besoin pour des services en français. Et on voit certains pays vraiment qui sont beaucoup plus que d'autres. Alors, la moyenne, c'est 31, mais il y a quand même des grosses populations ici. On parle du Maroc, Tunisie, Cameroun, où on est dans les 50 depuis 2019. Alors, c'est quand même des grosses augmentations. Et comme je le mentionne, c'est sûrement un peu conservateur comme estimé. Maintenant, quand on passe à un peu des données qu'on a déjà vues, alors la population, les immigrants qui changent, il y a certaines... tous ces éléments-là travaillent ensemble pour faire en sorte qu'il y a vraiment un nouvel environnement dans la région
qui est différent de ce qui était la réalité en 2018 quand la clinique a fermé. Quand la clinique, il y avait une clinique centralisée. J'assume que tout le monde était au courant de ça, mais il y avait une clinique centralisée qui a fermé ses portes. Alors, on a voulu un peu explorer c'est quoi les réalités dans ce temps-là et pourquoi elle a fermé. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui qui était à ce moment-là? Est-ce que c'est quoi la réalité avec qui on travaille aujourd'hui? Et quand on pense de la population qui est dispersée, on pense aussi à l'augmentation des nouveaux arrivants dans la région. Il y a aussi des changements maintenant qui ont eu lieu par rapport à la façon dont les médecins sont payés. Alors, on sait qu'il y a eu des changements par rapport à la rémunération, qui était vraiment un défi quand la clinique de Cagliari, francophone de Cagliari, avait ses portes ouvertes. Alors, le point vraiment ici, c'est de dire que les problèmes de 2018 ne sont pas nécessairement les mêmes problèmes qu'il y aurait aujourd'hui. Alors, c'est juste de dire, ça vaut peut-être la peine d'explorer quand même un modèle dans l'état actuel de Calgary pour voir comment on peut vraiment bien servir la communauté. Et une chose que je voulais juste mettre un peu un accent ici, c'est la complexité des cas. Alors, vraiment, il y a eu un travail dans la compensation des professionnels de la santé pour mieux les compenser pour le niveau de complexité des cas. Alors, c'est quelque chose auquel on va revenir plus tard dans les recommandations. Alors là, vraiment, on parle d'accessibilité. Alors, je sais qu'on a mentionné que la population est dispersée, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail avec nos cartes ici. Alors, cette carte ici représente la couverture, un accès de 15 minutes de trajet en voiture à un service de soins primaires dans la région. Alors, ce que ça nous révèle, c'est qu'en fait, 99% de la population sont à 15 minutes de route d'un service de soins primaires qui s'identifie comme parlant français, qui est quand même un accès assez important. Et vraiment, on a vu un peu cette même tendance à travers les services. Alors, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui nous a surpris un peu. Mais vraiment, les services sont vraiment éparpillés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur la carte tous les services qui s'étaient identifiés. On avait leur adresse, on les a mis sur la carte. On a comparé ça à où les gens vivent. Et l'analyse qu'on a pu faire, c'est de dire, OK, on est en voiture là, sur la route à 15 minutes, d'où je vis, où est le service. Et c'est ça la couverture qu'on reçoit. Maintenant, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que, oui, ils sont accessibles à 15 minutes, mais l'expérience vécue par la population, ça ne reflète pas vraiment l'expérience vécue. Alors, on voit que la population, malgré cette couverture-là, la population ne bénéficie pas de l'accès. Et je voulais juste mettre un accent un peu sur ces données ici. Alors, ici, on voit que 71% des répondants n'ont pas accès n'ont pas un médecin de famille qui est capable de parler français. Encore plus ici, c'est un grand pourcentage des répondants ont dit que c'est très difficile d'avoir un médecin de famille qui parle français. Alors, pourquoi il y a ce décalage les services sont là, mais la population ne sont pas en train de pouvoir bénéficier de ces services-là. On a aussi voulu regarder un peu plus en termes de services pédiatriques. Alors, on voulait aussi voir, on parle souvent d'intégrer des services dans les écoles, et on voulait voir un peu de quoi ça pouvait avoir l'air, ça. Alors, ici, on a une couple de choses que je voulais mettre un accent sur. Alors ici, on a aussi regardé la différence entre un trajet de 5 km et une durée de 15 minutes. Alors, c'est un peu... c'était vraiment pour d'essayer de comparer comment la dépendance à un accès à un transport, du mode de transport que vous avez. Alors, c'est quoi la disparité d'accessibilité dépendamment de l'accès à un transport? Alors, on parle de voiture, on parle de pouvoir prendre une voiture, prendre la route. Ce n'est pas tout le monde qui a un accès à une voiture, surtout des nouveaux arrivants, des familles et tout ça. Alors, on voulait voir vraiment la différence entre ça. Alors, quand on regarde à 5 km de distance, alors de dire, on ne parle pas de voiture, là, c'est juste à 5 km, on voit que la couverture est vraiment
beaucoup moindre ici. Et ça, c'est vraiment les services pédiatriques. Comparativement à quand on parle de quelqu'un qui a vraiment un accès facile à une voiture ici. Et on a voulu aussi voir la couverture des écoles francophones et d'immersion. Alors ici, on voit le bleu. Ça, c'est vraiment 15 minutes d'une école. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'on sait que les familles ici, il y a des fortes chances qu'ils sont aussi dans les écoles. Alors, est-ce que ça, c'est une source possible pour avoir plus de services? De l'autre côté de la médaille, ici, est-ce que je vais rester ici, c'est que, en parlant avec le monde, on a aussi, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a quand même un grand manque de ressources dans les écoles en termes de services de santé. Et c'est vraiment à tous les niveaux. Alors, on sait par exemple qu'il y a des services de santé mentale dans les écoles, mais même là, ils sont vraiment poussés à les limites. Il n'y a pas assez de capacité pour servir tous les besoins. Alors, malgré que les écoles sont potentiellement un lieu pour pouvoir rejoindre plus de la communauté, surtout ceux qui ont des problèmes d'accessibilité ou de mobilité, il y a quand même un gros travail à faire par rapport à renforcer les services dans les écoles. Alors, c'est quand même une piste à explorer pour une intégration plus robuste dans les écoles. Alors, il nous reste juste 2 observations. En termes d'accessibilité, une chose qu'on a vraiment entendue, c'est que les répertoires de services de santé sont inefficaces. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est que il y a quand même une limite par rapport à les informations qui sont données dans ces répertoires-là. Une chose qu'on a beaucoup entendue, c'est que je suis capable d'accéder à un site, mais ça ne me dit pas, plusieurs personnes ont la difficulté de dire, OK, comment loin est ce service d'où je reste? Oh, je dois appeler chaque service qui est identifié. Il n'y a pas de flexibilité en termes de comment je peux rejoindre ce service-là. Tu as souvent entendu, ça m'a pris 2 heures à trouver parce que j'ai dû appeler 10-15 services avant de pouvoir parler à quelqu'un ou de trouver quelqu'un qui pouvait m'accepter comme patient. L'autre côté de la médaille, c'est que tu as peut-être un service qui s'identifie comme français, mais la personne qui répond au téléphone ne nécessairement parle pas français. Alors, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs obstacles qui rentrent en cours. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à nos répertoires pour faire en sorte que cet accès-là est plus facile ou que le service est plus efficace? Alors, quelque chose qu'on voulait explorer par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'on a entendu. Et c'est sûr que les répertoires aujourd'hui c'est très en ligne. Et malgré que les populations vieillissantes deviennent de plus en plus confortables avec les technologies, il y a quand même des gros obstacles pour cette population-là quand ça vient accéder à ces répertoires-là, à les naviguer facilement et de trouver un service par cette avenue-là. Et souvent, ça a besoin vraiment d'une personne qui les aide à naviguer justement ces services-là. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui prennent un peu en charge ce travail-là, même si ce n'est pas nécessairement leur mandat. Alors, il y a quand même un travail à faire là par rapport à appuyer les gens à naviguer justement tous les services et à trouver ces services-là. Et finalement, la dernière observation, c'est vraiment par rapport aux professionnels de la santé. Alors, une chose qu'on a entendue, c'est qu'on sait vraiment qu'il y a un vouloir d'offrir les services. Les gens ont la capacité de service. Et il y a vraiment un vouloir de le faire. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des obstacles, plus d'obstacles pour les professionnels de pouvoir offrir ces services-là. Il y a autant au niveau d'effort que de temps. Souvent, quand on parle d'avoir un service d'interprétation, par exemple, où on est en train de faire un diagnostic, mais la diagnostic, les questions, les formulaires, les choses, les outils d'appui pour ces services, pour ces prestataires de services-là ne sont peut-être pas en français. Il faut faire une traduction. Tu fais ta diagnostic. Ensuite, tu prends les résultats. Tu dois les retraduire pour ensuite les insérer dans le système. Il y a quand même plein d'étapes qui peuvent être... ça fait en sorte que les professionnels de la santé ont vraiment des efforts de plus. Et ces efforts-là ne sont pas reconnus dans les systèmes de compensation et tout ça. Alors, ça fait en sorte que ça rend très difficile, justement, offrir des services de plus à cause de cette augmentation dans la complexité de devoir servir quelqu'un en français sans tous les outils que tu as besoin pour le faire de façon efficace. Et ça conclut vraiment les observations. Alors, on va
va prendre une pause. On va donner quelques minutes pour des questions. Une remarque au niveau statistique. Oui. Pour les gens de la communauté qui ont été interrogés, il y a 180 personnes sur 40 000. Alors, je me pose juste la question, est-ce que statistiquement, ils sont représentatifs des 40 000 personnes? Non, j'amène juste un problème supplémentaire à ceux qu'on a. Absolument. Je m'excuse, mais Oui. pour moi, ce chiffre-là me paraît quand même très minime. Et je me demande juste si c'est vraiment représentatif de notre population. C'est une bonne question, puis c'est quelque chose qu'on se pose, parce que également aussi la distribution démographique aussi de les réponses, ça représente-tu la démographie de la région? Absolument, c'est des choses qu'on s'est posées. Je pense qu'une chose qu'on observe ici, c'est que je pense que la réalité, c'est que on dit que les gens n'ont pas accès. Je pense que ceux qu'on n'a pas pu rejoindre, les chances sont qu'ils n'ont plus pas accès, ils sont pas au courant. Alors, je pense qu'on s'est dit que les chances que ceux qui n'ont pas répondu à notre sondage sont au courant ou pas, plus au courant des services, qui ferait que ça changerait nos observations, qu'on était moins inquiets de ça. Pour nous, 180, c'est quand même pas mal comme chiffre, surtout pour la région de Calgary. On a fait une étude pour la CFA l'année passée, puis on avait à peu près 500 pour la province en entier, qui est quand même très bien aussi. Et on fait souvent des études avec la population anglophone et je peux vous dire que les échantillons qu'on reçoit sont pas mal similaires à ça, avec une population pas mal plus grande. Alors, on était vraiment content en fait du résultat. La réalité, c'est que ceux qui sont engagés, ceux qui veulent contribuer, vont contribuer. Mais ce qu'on entend, c'est, et peut-être c'est une question que j'ai pour vous, est-ce que ça rejoint votre expérience? Est-ce qu'il y a des surprises par rapport à qu'est-ce qu'on voit ici en termes de résultats? J'ai l'impression que les gens pensent qu'ils n'ont pas accès. Et je pense que ça quand même, ça renforce notre observation dans ce cas-là. Mais je dirais, si on aurait trouvé des données qui vraiment étaient à l'écart de l'expérience des gens, que tout d'un coup, tout le monde dit « Ah oui, on a assez de médecins, on le reçoit tout le temps », là, on aurait vraiment questionné notre échantillonnage. J'espère que ça répond. Oui, sur le clavardage, nous avons Madame Gabrielle Soto qui dit les résultats démontrent que les services en français existent. Pourtant, cela n'est pas l'expérience des Calgariens qui parlent français. Est-ce que c'est juste un manque de visibilité des services ou est-ce qu'il y a d'autres obstacles à l'accès? Là, c'est Gabrielle Soto. OK. Oui, puis en fait, alors on va rentrer dans ces détails-là, dans les recommandations, du moins notre interprétation de ça. Et je pense que ça rejoint vraiment nos pensées là-dessus. Alors, je pense que nos recommandations vont vraiment répondre à cette question-là, mais essentiellement, je dirais que oui, ça c'est un aspect, absolument. Oui. Bonjour, mon nom est Jacqueline Rodrigue-Picard. Alors moi, la difficulté que je rencontre lorsque je visite le site web du réseau de la santé de l'Alberta, qui est en anglais, bien sûr, on peut obtenir la traduction en français, mais moi, je retrouve de la difficulté à trouver des informations un peu plus précises et personne n'est capable de répondre soit à des nouveaux programmes ou une information plus spécifique. Un exemple, j'ai passé 2 jours à essayer de trouver sur le site web comment accéder à mon dossier personnel médical. Alors, l'information que j'ai reçue a été par les archives de Calgary qui m'ont référé à la page 1344 du site web où je pouvais retrouver l'information et bien sûr, elle était exacte. Alors,
ce petit point-là m'a agacé un petit peu. Oui. Alors, Et voilà. juste pour confirmer, tu parles du répertoire du réseau santé ou un autre répertoire comme... Lorsqu'on cherche l'information sur le OK, réseau du de la ministère, ouais. santé de l'Alberta, alors on arrive... Ouais, sur Alberta Health. Exactement, Oui, OK. voilà. Et dans les hôpitaux et dans les dossiers des médecins, on ne retrouve aucune information des affiches où on peut s'identifier comme étant des francophones, où l'on peut obtenir des informations en français et comment. Oui. Donc, merci. Puis, vous rentrez vraiment dans nos recommandations déjà. Alors, c'est quand même bien, là, mais il y a d'autres questions par rapport aux observations? Oui, mon observation rejoint celui de Sylvie Lébian qui parle de l'échantillonnage. Et je pense qu'ici à Calgary, au sud de l'Alberta, nous sommes au moins 16 écoles francophones, qui est le bassin de la francophonie. Et moi, je pense que si on fait de telles recherches, sans toutefois toucher les parents de ces écoles, nous avons passé à côté. Et aussi, il y a aussi des écoles d'immersion. Parce que ça, c'est une recherche très importante. Et je constate que les résultats qu'on a reçus ne sont pas des résultats qui sont sur le terrain. Ça veut dire qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de services en français, mais les gens n'en bénéficient pas. On n'en trouve pas. Parce que quelques médecins que nous connaissons, moi, en tant qu'agent communautaire qui travaille avec les nouveaux arrivants, parfois, ils sont toujours pleins, ils ne reçoivent pas et tout. Mais qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a beaucoup de services en français et qu'on n'a pas accès, moi, étant dans cette filière depuis presque 6 ans, je suis vraiment étonnée. Donc, je me dis, est-ce que cette recherche reflète vraiment ce que nous vivons sur le territoire? Est-ce qu'on a touché des personnes qui sont concernées, telles que les parents d'élèves dans des 16 écoles du Franco-Sud? Juste ma question. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est absolument juste. Et puis, nous, quand on a regardé les résultats préliminaires, on s'est posé les mêmes questions. Ce dont je peux vous assurer, c'est qu'on a fait partager le sondage à travers tous les conseils scolaires, à travers toutes les écoles francophones et les conseils scolaires qui aussi avaient des programmes d'immersion. Alors, on a vraiment essayé d'aller chercher les gens pour répondre au sondage. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, la deuxième partie de votre commentaire qui touche ce qui a rapport avec pourquoi est-ce qu'il y a une déconnexion entre ce dont on semble expérimenter et ce que l'étude démontre. Eh bien, vous avez absolument raison, la connexion n'est pas là, on ne la voit pas, et puis ça va faire partie justement des recommandations qui ont été faites par KPMG, qui sera la deuxième partie de cette présentation. Une chose aussi que je veux juste mentionner, parce qu'on l'a pas vraiment... on n'a pas vraiment articulé ça dans cette étude-là, mais on n'est pas en train de dire qu'il y a assez de services. Oui, il y a plus de services, je pense, qu'on pensait, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de services. Oui. Je partage tout ce qui a été dit, puis je ne suis pas étonnée. Maintenant, c'est est-ce qu'ils prennent les nouveaux patients? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder, parce qu'il y a les services, mais il n'y a plus de disponibilité. C'est ça. Oui, puis c'est là où on était vraiment surpris que quand même 80% de ceux qui ont répondu au sondage ont dit que oui, ils acceptent des patients. Puis la répartition quand même des répondants, puis c'est plus dans l'annexe C, je crois. Il y a quand même une répartition assez égale en termes de type de service, parce que c'était une autre chose. 80%, puis c'est tout le même service. Ça nous fait questionner un peu la pertinence de ça, mais on a quand même une répartition assez égale, je dirais, des répondants du type de service par rapport à pédiatrie, diagnostic, santé mentale et tout ça. Alors ça, c'était intéressant pour nous autres de dire, OK, il y a peut-être quelque chose là. C'était plus haut qu'on pensait, de dire, oh, 80% des répondants ont accepté. On parle de 60 personnes à peu près. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être renforcé. Puis on espère qu'aussi dans certaines recommandations, si on est capable de faire toutes les choses qu'on souhaite faire,
qu'on aurait justement cette information-là dans un répertoire, par exemple, qui dit, ah, ça c'est, il y a peut-être une indication qui dit, ah oui, eux autres, ils ont de la capacité pour des nouveaux patients, oui ou non. En tout cas, on va rentrer dans les recommandations. On va rêver fort. Ouais. En fait, c'est un commentaire en ligne de Guy Choquet de la FAFA de Fort McMurray qui dit « Je suis curieux comment les échanges ou mécanismes intergénérationnels influencent l'utilisation des services de santé. » C'est un commentaire. OK. Je sais qu'une chose on a entendu des choses variées. Alors, on parle vraiment de comme l'interaction avec la technologie, c'est ça? Alors je sais qu'il y a deux aspects à ça. Alors, on a entendu vraiment, quand on a eu des discussions avec justement, par exemple, des organismes d'aînés, qui nous ont dit un peu des différentes choses par rapport à ça. Il y a vraiment un aspect, il y en a qui vraiment demandent, par exemple, un répertoire imprimé, quelque chose de physique que je peux manipuler, que je suis capable de lire. Mais on sait aussi que la recherche, Covenant Health a fait de la recherche par rapport aux aînés en général. Et il voit qu'il y a quand même quelque chose dans les 70% des aînés, présentement, on parle de 70 ans et plus, qui se sentent confortables avec la technologie. Et ce chiffre-là est en train d'augmenter. Et je pense que c'est aussi dans l'expérience qu'on voit les gens maintenant, ils vieillissent avec la technologie. Alors, ça devient de plus en plus des options viables, je dirais, à explorer, et ça va juste s'améliorer par rapport à ça. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours avoir cet aspect-là d'équité en termes de est-ce que l'accès à ces informations-là sont faciles à accéder pour tous? Mais on voit que les technologies risquent de devenir de plus en plus des solutions viables qui vont vraiment rejoindre la majorité de la population et vraiment à tous les niveaux, à tous les groupes d'âge, à toutes les démographies. Alors, c'est vraiment des tendances qu'on observe et qui, je pense, qui vont juste améliorer la situation par rapport à justement l'accès à des informations. Bon, alors là, on va vraiment parler de recommandations. Alors, comment est-ce qu'on peut justement rejoindre ces besoins-là, résoudre toutes les observations qu'on a faites? Alors, je vais passer un peu de temps juste à aller à travers des recommandations, puis ensuite, on va avoir une autre question une période de questions à la fin. Vous allez remarquer, je n'ai pas inclus tous les détails là, sur les diapos. Alors, encore une fois, si vous voulez suivre dans le rapport comme tel, avec plus de détails sur tous les aspects des recommandations, je vous encourage de le faire. On a promotion et sensibilisation. Alors, déjà, on a commencé un peu à parler de ça, mais c'est clair qu'il y a vraiment un travail à faire autour de la promotion et de la sensibilisation. Alors, on va parler un peu de ces recommandations-là. Deux, ces nouveaux modèles de service, là, ça regroupe plutôt des actions possibles. Alors, c'est vraiment une recommandation, mais juste quelques actions possibles à explorer pour voir si s'il y a un modèle de service qui peut être adapté justement pour vraiment le contexte de Calgary. Ensuite, on a quelques recommandations autour d'appui potentiel pour des professionnels de la santé. Comment est-ce qu'on peut mieux les appuyer pour offrir des services en français? Et finalement, quelques recommandations autour du recrutement et rétention, des choses qui pourraient peut-être contribuer à augmenter le nombre de professionnels de la santé. Alors, juste en termes de structure, des recommandations avant que je rentre dans les recommandations comme telles. Alors, ce n'est pas tout sur la diapo ici, mais vous avez les recommandations, on a notre recommandation, on a une petite description de la recommandation. Ensuite, on a le raisonnement ici. Pourquoi on a atterri sur cette recommandation-là? Et ensuite, on a inclus un petit plan d'action possible. Alors, c'est vraiment à haut niveau en termes de quelles sont des actions que le réseau santé pourrait entreprendre pour mettre en œuvre la recommandation. On a aussi inclus certains avantages, des risques à considérer par rapport à la recommandation et des mesures d'atténuation pour ces risques-là, pour chaque recommandation. Alors, on a essayé de donner autant de contexte possible pour appuyer les prochaines démarches du réseau santé. Alors, la première recommandation, c'est vraiment améliorer les fonctionnalités de répertoire existants en vue de faciliter l'accès aux services disponibles. Alors, on a vraiment un peu déjà commencé à parler de ça, mais c'est vraiment par rapport à justement, c'est quoi ces informations de plus qui pourraient être intégrées dans les répertoires?
alors, on sait que les gens ont exprimé que malgré que ça liste les services, c'est quand même difficile de ensuite la prochaine étape de rejoindre le service, réserver, faire un rendez-vous avec les services et tout ça. Alors, cette recommandation vraiment, là, c'est d'explorer quelle sorte de fonctionnalités qu'on pourrait ajouter justement à des répertoires. Alors, une des recommandations, c'est, on parle peut-être d'ajouter des aspects cartographiques, localiser les services. Une chose qu'on a entendue dans les consultations, c'est j'ai un médecin francophone, mais il est à 45 minutes de route de chez moi. Y a-t-il quelqu'un plus près de chez moi que je pourrais accéder, par exemple? Ensuite, on se demande s'il y a des possibilités d'intégrer soit des outils de réservation, un indicateur de disponibilité, quelque chose qui fait en sorte que quand tu vois dans le répertoire le service, tu sais déjà que ce professionnel-là accepte justement des nouveaux patients. Comment est-ce qu'on peut faciliter cet aspect-là? Et aussi, on se pose la question, quelle sorte de collaboration est-ce qu'on peut faire justement pour faciliter la navigation entre ces services-là? On sait que, oui, les répertoires sont là, mais ensuite, comment est-ce qu'on peut rejoindre ces services-là? Surtout si on a un professionnel de la santé, je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui parle français, mais la réceptionniste ne parle pas français, ou il y a plusieurs barrières ensuite pour rejoindre cette personne-là. Alors, comment est-ce qu'on peut justement intégrer plus de fonctionnalités au répertoire pour faciliter l'accès à des services? Alors, c'est vraiment la première recommandation par rapport à la promotion. Alors, c'est vraiment en termes de sensibilisation. La deuxième recommandation, c'est d'augmenter la promotion des services de santé disponibles en français et des appuis existants. Alors, c'est clair qu'il y a des efforts de promotion vraiment concertés qui doivent être faits pour améliorer la situation. On a entendu vraiment que malgré qu'il y a des services, ils ne sont pas bien connus. Et je pense qu'une chose à mettre un accent ici, c'est que on sait que les professionnels de la santé ne sont pas nécessairement équipés pour être des marketers, des promoteurs de leurs services. Ils n'ont pas la capacité nécessairement de faire ça. Alors, c'est à qui le rôle, justement, ou quel rôle est-ce que le réseau de santé pourrait peut-être prendre pour, justement, appuyer cet aspect-là du travail? Alors, il y a quelques étapes ici qu'on suggère. Alors, il faut vraiment identifier et confirmer les services et ressources actuellement offerts en français. Alors, c'est une question vraiment... Tout, on a fait un travail de recherche en termes de voici tous les services, mais on n'a pas parlé justement à tous ces gens-là. Il y a un autre niveau d'exploration à faire pour identifier les services. Ensuite, c'est créer des partenariats avec les partenaires de services et les organismes, assurer que, hey, nous autres, on peut faire ce service-là de promotion pour vous. Alors, il y a quand même un travail de réseautage à faire avec les professionnels de la santé. Et ensuite, c'est de développer vraiment et mettre en œuvre des campagnes promotionnelles qui visent à faire connaître les services, connaître les professionnels, pour que ce soit vraiment plus connu, plus sensibilisé. Alors, vraiment, ces deux recommandations-là sont vraiment pour essayer de rejoindre justement cet écart en termes de le nombre de services qu'on a identifiés et le niveau de connaissance que les gens ont exprimé en termes des services disponibles. Ensuite, on rentre dans le modèle de service. Alors, je sais qu'on a parlé un peu de la clinique centralisée. Une chose qu'on a mentionnée, c'est justement la différence qu'on observe maintenant dans la communauté à Calgary. Alors, ce qu'on suggère, c'est vraiment de concevoir et développer un modèle de service qui est vraiment adapté à la réalité de Calgary. Et ça veut pas nécessairement dire de créer quelque chose de la base ou une clinique dans le modèle qu'on avait déjà vu, par exemple. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Ça veut dire il faut explorer un peu comment on peut utiliser les forces qui existent déjà dans la communauté pour justement développer un modèle qui pourrait bien servir la communauté. Alors, une recommandation qu'on fait, c'est vraiment de faire un travail vraiment d'un modèle plus collaboratif. Alors, on sait qu'il y a des professionnels de la santé qui parlent français. Où est-ce qu'ils travaillent et comment est-ce qu'on peut travailler avec les ressources qui existent déjà pour renforcer ces services-là et justement rejoindre la population. Alors, une recommandation, par exemple, vous connaissez sûrement des ALEC. Alors, on a quand même identifié quelques professionnels de la santé qui travaillent de ce lieu-là. Est-ce que, par exemple, un partenariat avec des ALEC qui ont quand même des ressources, des navigateurs, un service mobile, différents services,
Est-ce que, par exemple, ça serait une avenue à explorer pour créer un modèle autour de ça qui intègre justement plus de services francophones dans un modèle qui existe déjà? Alors, créer le modèle comme tel, ça c'était en dehors de la portée de ce projet ici, mais on recommande fortement d'explorer justement qu'est-ce que cela pourrait avoir l'air. Parce que quand on parle de promotion, quand on parle d'accès aux services, on parle des répertoires, une chose qui est claire, c'est qu'il y a quand même un besoin pour avoir des personnes, des navigateurs qui appuient les gens, d'avoir un lieu central où ce que les gens peuvent appeler pour avoir justement ces réponses-là, pour trouver justement un service pour eux. On parle de quelqu'un qui doit aller à travers un répertoire et appeler tout le monde d'un à la fois. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Est-ce qu'on peut dire, on sait qu'il y a un lieu central, une espèce de centre de santé, qu'on appelle centre de santé, qui, oui, offre des services, mais pas tous les services. Ils sont capables de te rejoindre à un service qui est près de chez toi. Ils sont capables d'identifier où tu peux trouver les services que tu as besoin pour toi. Il y a quelqu'un qui est connaissant, qui fait ce travail de recherche, de connaissance, qui peut ensuite répondre au téléphone, où tu peux arriver en personne. C'est vraiment une flexibilité, une meilleure intégration des services. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui serait bénéfique d'explorer. Quelle sorte de services plus intégrés qu'on peut développer qui renforcent les ressources qui existent déjà et qui peut rejoindre un peu les lacunes qui existent. Alors, ça, c'est vraiment la troisième recommandation, c'est vraiment d'explorer vraiment quelle sorte de modèle pourrait justement servir la communauté. Oui, alors une chose importante à mentionner ici, c'est qu'on a mentionné Dialect comme un partenaire potentiel. Il n'y a pas eu de conversation avec Dialect, c'est juste une recommandation. Il y a sûrement d'autres modèles aussi qui pourraient fonctionner dans ce cadre-là. Mais il y a un travail vraiment d'explorer les partenaires qui existent. Alors, si on sait vraiment, maintenant on sait, OK, voici, il y a un service, il y a une concentration de professionnels ici, ils sont tous dans cette clinique, d'une clinique X. Quels services sont là? Comment est-ce qu'on pourrait ensuite rentrer d'autres ressources pour appuyer un focus peut-être sur la francophonie, par exemple? Alors, juste des choses à considérer par rapport à l'expérience qui a déjà été vécue en termes d'un centre de santé, qu'est-ce qui a bien fonctionné là, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné, comment est-ce qu'on peut justement reformuler un modèle dans la réalité d'aujourd'hui. Numéro 4, ça touche quand même encore à la promotion, mais ici, c'est vraiment renforcer la visibilité des professionnels de la santé et développer des programmes de soutien. Alors, je dirais, la différence entre celle-ci et ceux de promotion, plutôt, c'est qu'on a quand même observé un vouloir pour les professionnels de se réseauter entre eux. On sait que le référencement, c'est une partie intégrale des services de santé. Et une chose qu'on a remarqué dans l'étude, c'est que les professionnels de santé ne se connaissent pas nécessairement non plus. En termes de « oh, je connais ce médecin qui parle français »,« oh, je dois te référer à un spécialiste, je n'en connais pas un qui parle français ». Alors, il y a quand même un effort de réseautage entre professionnels de la santé qui devrait être fait pour justement renforcer cette connaissance et cette visibilité-là des professionnels de la santé. Alors, vraiment, cette recommandation essaie de renforcer ça. Et en créant ce réseau-là, on sait que les professionnels de la santé sont très occupés, mais le réseautage entre eux, c'est quelque chose que les gens ont vraiment exprimé qu'ils veulent. Ils n'ont pas vraiment nécessairement les occasions de faire ça. Est-ce que ça, c'est un rôle que le réseau santé peut faire pour justement créer un réseautage entre professionnels de la santé qui parlent français à Calgary et dans la province en entier? Et comment est-ce que ça va ensuite... On est confiant que quelque chose comme ça pourrait ensuite renforcer justement la visibilité de ces professionnels-là auprès de la communauté et l'accès aux services en général. Alors ça, c'est vraiment la fondation de cette recommandation-là. Et ça permettrait aussi au réseau santé d'identifier d'autres types de soutien que les professionnels ont besoin. Alors, on a listé un peu dans le rapport ici, quelques ressources supplémentaires que les professionnels ont exprimées qui pourraient les appuyer dans leur travail. En termes de recrutement et rétention, alors, il nous reste deux recommandations. Alors, numéro 5, c'est explorer des stratégies pour encourager les professionnels de la santé à promouvoir activement leurs services et offrir davantage de services disponibles en français.
Alors, vraiment, ici, c'est d'essayer de rejoindre comment est-ce qu'on peut créer des incitatifs pour que les professionnels de la santé offrent des services en français. Une chose qu'on a identifiée, justement, c'est le niveau d'effort de plus qui est requis de professionnels de la santé qui parlent français quand ça vient à offrir un service en français comparé à un service en anglais, qui sont beaucoup plus ressourcés. Et même que c'est juste... On a souvent appel à des services de traduction. Il y a quand même un effort de plus, un temps de plus qui est nécessaire. Et on sait que, par exemple, un médecin de famille qui a 15 minutes par patient et tout ça, tout d'un coup, tu as un patient qui parle français, c'est 30 minutes. Et ces efforts-là de plus ne sont pas reconnus présentement. Alors, une chose qu'on aimerait voir, ou qu'on pense qui pourrait être intéressante, c'est d'explorer vraiment la faisabilité de faire reconnaître la langue comme un contribuant à la complexité de cas. Alors, ça, c'est vraiment par rapport aux physiciens, mais il y a quand même un tableau de complexité qui identifie différentes conditions médicales qui fait en sorte qu'ils peuvent ensuite charger un peu plus pour un service. Et c'est vraiment, c'est quand même une longue liste, mais c'est tout vraiment des facteurs physiologiques. Et une chose qui est vraiment évidente dans cette étude, c'est que la langue, que ce soit le français ou une autre langue minoritaire, augmente la complexité de cas pour les professionnels de la santé. Alors, il y a une exploration de faisabilité en termes de comment est-ce qu'on peut convaincre justement ceux qui font ces décisions-là d'ajouter la langue comme un facteur, de dire, ce patient ici, il y avait ces conditions-là, mais si c'était une langue minoritaire, ça augmente ma complexité de cas, le travail que j'ai dû faire et que tu te fais compenser pour ça. Ce serait vraiment un aspect intéressant à explorer et je pense que ça pourrait justement inciter les gens à offrir des services en français. Et c'est sûr que ça, c'est vraiment spécifique aux physiciens, mais on suggère également d'identifier et poursuivre d'autres formes d'incitatifs pour tous les services de santé. Et ça peut avoir, il y a beaucoup d'options par rapport à, ça peut être des formations, des outils de réseautage, mais c'est sûr que les incitatifs financiers seraient efficaces dans le recrutement et la rétention, surtout la rétention de services professionnels en français. Et finalement, la dernière recommandation, c'est vraiment d'appuyer les nouveaux arrivants qui cherchent à faire reconnaître les titres. Alors, je sais que le Réseau Santé fait une autre étude vraiment spécifique à la reconnaissance de titres. Alors, on n'est pas rentré trop en détail de ça, mais vraiment, il y a un travail à faire pour voir comment est-ce que le réseau peut mieux appuyer ceux qui sont en train de faire ou veulent poursuivre la reconnaissance de leur titre professionnel pour pouvoir offrir des services en français. Alors, c'est vraiment une question d'examiner le processus d'accréditation et d'identifier les plus grands obstacles, qui est un travail qui est en train d'être fait présentement, si ce n'est pas déjà conclu. Et ensuite, c'est de renforcer les partenaires pour justement d'essayer de rejoindre les défis qui sont réels là, pour ceux qui cherchent à reconnaître leur titre. Comment est-ce qu'on peut recruter plus de professionnels de la santé en français dans la région et en Alberta au complet? Alors, ça conclut vraiment les recommandations. Alors, je vais ouvrir la table pour les questions. Alors, comme suggestion, je pense que le réseau de la santé pourrait se référer au site de Revenu Canada pour renforcer son navigateur de recherche qui pourrait plus répondre à notre besoin spécifique, services, programmes, professionnels, finances, en français, bien sûr. Ou un genre de service gouvernemental pour tous les services et programmes gouvernementaux en français. Et l'on pourrait se référer au modèle qui existe au Québec. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire. On prend en note, Jean est déjà ardument au travail, on prend en note tous les commentaires et puis certainement qu'on va les discuter. Alors, merci beaucoup. Je reviens à ma question, commentaire.
La première chose, c'est que merci pour l'étude en général, mais je parlais des recommandations surtout, les 4 recommandations ou axes de recommandation. Je trouve que le réseau a beaucoup a du pain sur la planche, donc c'est bon. Mais ce qui est bien d'abord, c'est de savoir qu'il y a des actions qui peuvent être prises et sont concomitantes. Et puis il n'y a pas, oui, il y en a qui sont peut-être plus faciles à faire que d'autres, mais elles sont toutes nécessaires. Et la question que j'avais, c'est de dire, je reviens sur la recommandation sur le modèle, et puis dans une action précise, c'est de dire que le réseau va explorer les ressources, aussi financières que ressources humaines, pour le faire. Parce que les modèles, il y en a qui sont bons. Puis moi, je suis confiant que s'il y avait un bon service ici, même ce qu'on parlait toujours de la distance, etc., je pense que ça serait... les gens pourraient le surmonter ou les professionnels pourraient surmonter cette difficulté plus facilement qu'on ne le croit. Parce que je parle de l'expérience, quand on a vu, on ne parlait pas de Calgary, mais de peut-être 100 km autour, d'1 heure autour. Parce que quand c'est la santé, les gens sont prêts à prendre du temps et même l'argent et les finances. Mais là, ma question, c'était de dire, est-ce qu'aujourd'hui, le réseau santé se sent, peut-être, je ne sais pas évaluer comment sont les reins du réseau santé aujourd'hui, à mesure d'explorer ces ressources, aussi bien humaines que financières, pour avoir un modèle qui marche. Et Alex, lui, ça serait un bon modèle. Et le modèle que, moi, je vis dans le passé, c'était comme, vous connaissez tous les centres de santé communautaires, qui ne regroupe pas seulement les souhaits de santé mais tous les autres déterminants de la santé autour, parce qu'en français, on n'a pas assez de ressources pour une chose précise, mais si on a plusieurs déterminants associés, on peut arriver à avoir aussi bien des ressources. Ça, c'est ma première question. Et puis 2, ça revient à la même chose, c'est comment le réseau santé aujourd'hui se sent en mesure d'influencer les prises de décision dans le domaine de la santé, comme par exemple, on parle d'incitatifs au niveau du modèle de compensation. C'est une très belle chose, mais est-ce que le réseau serait capable de dire, le ministère, si quelqu'un traite quelqu'un en français, pouvez-vous lui considérer que son acte est une fois 0,05 par rapport aux autres personnes? Ça, c'est mon commentaire plus qu'une question, de savoir comment le réseau santé va s'y tenir. Merci beaucoup, Estras. Je peux vous dire qu'on a les reins solides. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Paul, qui a fait tellement de travail déjà, notre équipe qui a grandi énormément, qui a permis de pouvoir faire cette étude ici, c'est déjà beaucoup. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a rien qui va arriver du jour au lendemain. Ça, il faut qu'on se le dise. Ça prend du temps. Mais il y a des étapes, il y a des choses, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place plus rapidement que d'autres. Au niveau du gouvernement, pour répondre à ta deuxième question, on va faire de plus en plus d'engagements avec les acteurs de la santé. Par exemple, cette semaine, je vais me rendre au Alberta Medical Association, leur congrès sur les soins primaires, pour vraiment pouvoir réseauter, rencontrer les acteurs de la santé. Ce sont ce genre d'activités-là qu'on met de plus en place pour se faire connaître et pour pouvoir adresser les gens qui ont besoin de nous entendre. Mais on le sait, ça prend du temps. Cela dit, c'est aussi pas juste au réseau de la santé de faire tout ce travail-là. On est une communauté. On est une communauté qui doit se tenir, qui doit avoir une voix unie. Et on doit travailler ensemble. On doit travailler avec les autres agences communautaires. On doit travailler avec les gens qui sont autour de nous pour pouvoir pousser, avancer la santé en français en Alberta et à Calgary. Donc, première étape, on a une étude.
Deuxième étape, ça va s'en venir, on va regarder ça, on va parler avec nos collaborateurs, avec nos amis de la communauté pour voir vers où on se destine, comment on fait les choses. Du côté du réseau, on va aussi commencer certaines activités où là, on peut travailler un peu plus indépendamment, mais vraiment, c'est avec votre appui, c'est avec votre travail aussi qu'on va pouvoir s'en aller vers plus d'accès. Donc, Sylvie Lébillon d'Alberta Health Services. D'abord, je voudrais dire, je suis vraiment agréablement contente de voir le rapport. Je trouve très bien présenter les recommandations. Maintenant, je pense qu'avec ces recommandations, la prochaine étape, ce serait de voir quelles sont celles qui sont chronologiquement et financièrement applicables ou faisables dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 3 ans, 5 ans. Donc là, je pense qu'il y a vraiment maintenant un travail d'établissement de ces choses-là. Dans les annexes, à la page 61, j'ai trouvé intéressant les méthodes préférées pour obtenir des informations sur les services de santé disponibles. Et j'ai trouvé assez surprenant de voir les résultats. Alors, bon là, est-ce que l'échantillonnage y est pour quelque chose? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses ici qui peuvent être réalisées, je pense, assez rapidement. Et donc, comme vous savez, j'ai été impliquée depuis les 15 dernières années dans beaucoup de ces projets-là. Mais je pense qu'effectivement, on peut repenser et utiliser ces résultats-là pour rediriger certaines de nos voies de communication avec les nouveaux arrivants. Et je dois dire, en 15 ans, j'ai vu une amélioration où les organismes francophones travaillaient très isolément en silo. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup amélioré. Je pense qu'on peut continuer dans ce sens-là. Ça, c'est le plus grand plaisir que vous pouvez me faire, Sylvie. Merci. Nous avons une question de Guy Choquet, de Fafa de Fort McMurray, qui dit, à la recommandation 4, pourquoi ne pas inclure les infirmiers dans cette liste et pas juste les médecins? Alors, en fait, on n'exclut pas, quand on parle de services de santé, on parle de toutes. Alors, ça peut être infirmière, vraiment, on n'est pas en train d'exclure personne là, du réseautage. Là. Pour nous, c'est vraiment, quand on parle de services de santé, on parle de vraiment tous les services qui existent. Là, et oui, les infirmières, c'est inclus là-dedans. Oui. Guy, j'espère que vous avez eu votre réponse. Il y a Fabien de la FAFA de Lethbridge qui dit « Est-ce que le réseau santé pourrait offrir un service d'accompagnement des professionnels de santé francophones étrangers pour faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers francophones en Alberta? » C'est une excellente recommandation. Encore une fois, des choses qui prennent un peu de temps, mais je peux vous dire que le réseau santé Alberta, puis là, vous m'entendez parler, je pense que c'est clair. Nous, on aime se faire des amis. Alors, on a une entente avec le groupe AIMGA, qui est le Alberta International Medical Graduates of Alberta Association, en tout cas. Désolée. Et puis, ce groupe-là qui travaille avec les médecins formés à l'étranger pour les aider à obtenir leur reconnaissance de certification, ont un projet, entre autres, où ils forment ces gens qui sont déjà médecins à l'étranger pour devenir interprètes, accompagnateurs. Alors, on espère pouvoir là, entrer dans une entente avec eux pour pouvoir travailler à travers ça avec eux. Alors, ce sont des façons qu'on a pour nous là, de vraiment pouvoir s'allier avec des organisations qui sont déjà en place pour ne pas avoir à recommencer des programmes qui existent déjà, mais plutôt bâtir sur ces programmes-là. Je loue beaucoup cette collaboration parce que dans ce sens-là, vous venez de parler des MGA. Nous, au Centre d'information juridique, on a une collaboration avec MGA pour pouvoir certifier tous les papiers dont ils ont besoin parce qu'on leur demande ça.
C'est-à-dire pendant la période où on leur demande, c'est vraiment une ouverture, on travaille comme des fous pour pouvoir les aider à Calgary, à Red Deer et à Edmonton. Donc, cette collaboration qu'on fait ensemble dans les associations, c'est vraiment ce qui fait avancer la francophonie. Tantôt, pendant la pause, j'étais en train de parler à certains collègues ici. J'ai dit, on doit vraiment se serrer les coudes dans la francophonie parce que là, moi, je suis juriste. Je n'ai rien à voir avec la santé, je ne sais même pas comment on prend une aiguille. Mais je suis là. Pourquoi? Parce que je parle français. Pourquoi? Parce que je sers les gens qui parlent français. Et je suis une voix pour les réseaux de santé. Demain, je serai une voix pour la CANAF. Et après-demain, pour la RIFA, pourquoi pas. Donc, si on prend que la francophonie, c'est un ensemble dans lequel il y a des branches et qu'on doit appuyer toutes les branches pour que l'arbre vive, eh bien, on doit se donner. Ouais. Dans les services offerts, est-ce qu'il y a un service qui se rapporte aux personnes, les aidants naturels et aussi les personnes sans domicile fixe? Ici, on les appelle les homeless. Alors, je ne retrouve pas ce type d'information. Alors, Fanny, ici de la FAFA, travaille avec certains de ces programmes-là. Alors, je vais lui passer la parole. D'abord, je voulais rebondir et merci Esdras et Florentine. Effectivement, on a besoin de tous les axes stratégiques. Et je voulais justement poser une question, c'est est-ce que tous les médecins bilingues ou francophones veulent être reconnus francophones? Parce que justement, ils sont sursollicités à un moment donné. Donc, j'aimais bien l'idée de la compensation. Maintenant, par rapport à la promotion, est-ce que aussi on pourrait, le réseau santé ou tous ensemble, faire la promotion de servir la population francophone ou la population albertaine, peu importe, de leur montrer quel est le bénéfice et de renforcer ce sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici le savent. On est là pour ça, on est des acteurs. Mais peut-être que, voilà, de montrer ce que ça peut nous rapporter humainement, voilà, ça peut être... Alors, pour répondre à l'autre question, je vais boire un coup d'eau. Alors oui, pour les proches aidants, les aidants naturels, c'est sûr qu'on a besoin justement des personnes comme ça. On a besoin aussi d'épauler les proches aidants. Alors, on est en train de développer justement quelque chose pour avoir des personnes comme un noyau de personnes qui sont engagées et qui pourraient prendre un rôle de proche aidant ou suppléer les personnes qui sont proches aidantes. C'est quelque chose qui va se développer. C'est pour ça qu'on a créé un groupe de consultation entre Réseau Santé, la FAFA, des professionnels de la santé actifs et retraités. Il y a des formations et on a des ateliers qui vont justement se rapporter à ça pour aider les gens à avoir les outils, ceux qui sont volontaires, qui veulent être bénévoles, qui veulent faire des visites amicales, que ce soit dans les établissements, dans les cliniques, chez les gens. Voilà, on est en train de développer ça. Il y avait une autre question derrière celle-là, mais j'ai oublié. Oui. Alors, je ne sais pas pour l'instant. Moi, j'ai été, par exemple, à Mustard Seed. Désolée la prononciation. J'ai donné des fascicules. Je n'ai pas eu de retour. Je sais qu'il doit y avoir des itinérants francophones. Les identifier, c'est encore plus difficile que d'identifier les francophones qui demandent des services. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup, Fanny. Juste pour ajouter un peu sur les sans-abri, c'est quelque chose dont on est au courant. On sait qu'il en existe, des sans-abri qui sont francophones. Exactement comme Fanny dit, c'est très difficile de les recenser, de savoir vraiment où ils sont. La CFA provinciale regarde un peu aussi tout l'aspect qui a rapport avec les services sociaux et ça. Par exemple, il y a une pochette autour de
Canmore, où on sait que cette situation-là existe. On a eu une discussion il n'y a pas tellement longtemps avec l'honorable Dan Williams, le ministère pour la santé mentale, et c'est quelque chose qu'on a abordé. On n'avait pas beaucoup de temps avec lui, mais on a tout de même abordé le sujet. Et c'est quelque chose à laquelle on pense. Ce n'est pas un sujet qu'on a encore vraiment mis le pied dedans, mais on y pense certainement. Je comprends bien, mais pour développer un système, s'il y avait au moins un numéro de téléphone où les personnes pourraient contacter une personne pour les aider à répondre à un besoin spécifique, bien peut-être que le service se développerait graduellement selon les besoins. Valérie, est-ce que c'est une question à laquelle tu peux répondre ou plus ou moins? Bon, en fait, nous sommes à l'ACEFA, je ne parle pas ici au nom de l'ACEFA, a développé toujours avec KPMG en 2022 jusqu'en 2024 un programme sur les services sociaux et santé en Alberta. Et dans ces points-là, ce sont des services, comme l'a dit Marie-Claude, ce sont des choses qui se font graduellement. Et on recense des services et selon les besoins, on met les activités ou peut-être des services sur pied pour pouvoir aider les francophones. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour des itinérants, pour des personnes sans abri, mais ce sont des problèmes que s'il y a besoin se fait sentir, on va voir comment on pourra peut-être développer ce service-là. C'est un service dont on n'a pas parlé parce qu'on n'en a pas eu. C'est vrai qu'en 2022, c'était le début du boom de l'immigration francophone en Alberta. Et voilà, on n'avait pas inclus cet aspect-là parce qu'avec ce boom et la crise de logement, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont besoin de logement et se trouvent en fait sans abri. Donc, ce sont des choses qu'il faut juste savoir quels sont les besoins. Et nous, en tant qu'agents communautaires, travaillant avec le portail de l'Immigrant Association, est-ce que nous avons déjà eu ça? Oui, on a eu ça. Généralement, quand on travaillait plus avec les Ukrainiens, on voyait des gens venir avec des valises. C'était des gens vulnérables, fuyant la guerre dans leur pays. On avait un programme qui était Host Family. En fait, on travaillait avec des familles d'accueil pour pouvoir aider ces gens à trouver des logements et même des hôtels qui nous aidaient dans ce sens-là. Donc, ce sont des choses que, vous voyez, on résout selon le besoin. Donc, voilà ce que moi, je peux répondre à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Programme juste ponctuel au PIA qui s'est terminé avec le programme la fin de l'immigration ukrainienne au Canada. Donc, pour le moment, il n'y a pas, à ce que je sache, il n'y a pas de numéro de téléphone pour mais on prend en note votre suggestion. Merci beaucoup. Et puis, c'est certain qu'on va regarder tout ça. Merci. Oui, je peux peut-être ajouter, je pense qu'une chose que ça touche vraiment, c'est que dans l'étude, on a vraiment identifié qu'il y a un besoin pour centraliser vraiment l'information en général, que ce soit les services sociaux ou la santé mentale. Et quand on est en train de conceptualiser justement un modèle pour les services de santé, il ne faut pas perdre de vue justement les autres besoins comme ça. Et si on dit que une partie du modèle, c'est justement qu'il y a une ligne téléphonique que je peux appeler qui va me diriger où je dois aller, n'importe quoi le service, il faut que ça inclue justement les aspects dont tu parles. Alors, je pense que c'est ça vraiment qu'on veut noter là, du commentaire. C'est quand on est en train de conceptualiser ces services-là, on veut pas, on veut vraiment couvrir l'ampleur des besoins. C'est vraiment une opportunité de vraiment d'intégrer tous les appuis qui existent, qui sont là, mais ne sont peut-être pas facilement accessibles. Alors, comment est-ce qu'on veut avoir justement cette porte-entrée unique qui va permettre aux gens de vraiment trouver les services qu'ils ont besoin plus facilement. Et jusqu'à maintenant, j'aimerais rappeler à tout le monde aussi que Alberta Health Services offre le numéro de téléphone 811, qui est un service pour les choses qui sont non urgentes. Et si vous appuyez sur le 2 et que vous demandez pour du service en français, on vous trouvera quelqu'un qui peut vous répondre en français. Oui, ça prend à peu près 30 secondes.
Généralement, oui, ça dépend de la disponibilité, mais effectivement, là, oui. Non, mais en moyenne, ça prend 30 secondes, littéralement. Donc, oui, le 811, c'est bien. Maintenant, je voulais juste faire une petite remarque. Alors, vous avez mentionné DLX plusieurs fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation assez fantastique dans notre ville qui a beaucoup de départements différents qui gèrent différents aspects des déterminants de santé, puis qui ont une clinique dentaire avec un bus, par exemple, donc une clinique mobile, puis une autre clinique mobile pour les jeunes qui vont dans les différents lycées de la ville, des choses comme ça. Donc, effectivement, je ne sais pas si le réseau s'est mis en contact avec DLX, s'il y a des travailleurs là-bas qui parlent le français et s'il y a déjà des liens qui sont possibles, parce qu'ils ont aussi travaillé beaucoup avec les sans-abri. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible où on peut amalgamer les services et avoir un ou deux postes francophones ou bilingues dans ce genre d'organisation pour commencer? Maintenant, je voulais juste envoyer un gros pavé dans la mare. Je pense que c'est important, comme on a dit, d'évaluer les choses qui sont faisables dans des courts délais. Puis, est-ce qu'on peut se donner le droit de rêver et d'avoir un grand projet aussi? Et alors, bon, hier, on a eu des élections. Notre nouveau premier ministre a parlé de bâtir, etc., etc. On voit notre ville qui s'étend encore, autant vers le haut que dans tous les sens. Et je me dis, est-ce que il n'y a pas des entrepreneurs ici? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une vision d'une bâtisse qui pourrait être un bâtiment d'appartements multiples avec des services de santé en bas, avec des services communautaires, sociaux, etc. Parce que, comme on dit, ça prend des années de planification, mais comme on voit que les besoins non seulement existent, mais vont s'amplifier, est-ce que c'est important de bâtir et de rêver maintenant pour dans 10 ans ou pour dans 5 ans? Et là, je voudrais juste partager, j'ai fait partie de groupes de discussion pour ce qui se passe en face de mon bureau à East Calgary Health Center dans Forest Lawn. Le bâtiment des retraités là, a été démoli. Ils en ont construit un nouveau à côté. Et sur cet espace vide pour le moment, on a eu des conversations sur qu'est-ce qu'il faut absolument pas, qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qui serait bien et qu'est-ce qui nous ferait rêver d'avoir ici. Oui. Et j'ai aimé cet aspect de est-ce qu'on peut rêver, est-ce qu'on peut voir vraiment le minimum et est-ce qu'on peut voir le maximum et on devrait être capable de réaliser un happy middle, excusez mon anglais. Donc, est-ce qu'on pourrait s'inspirer de projets comme ça aussi pour nous construire cette francophonie forte dans l'avenir à Calgary? Absolument. Absolument. Moi, je suis une grande rêveuse, alors... Donc, Sylvie, si je comprends bien, tu es en train de nous demander à la francophonie, pas seulement à Réseau Santé, à la CFA provinciale et de Calgary, de se tourner vers la ville pour demander cet espace-là, c'est ça? OK. D'accord, merci. Oui, moi, c'est Jacques de Sebep. Bon, ma préoccupation, c'est sur la promotion et la sensibilisation. Bon, j'ai sillonné un peu dans la province, j'ai parlé plus avec les professionnels de la santé. Il y a des médecins à qui je parlais qui me disent que pour eux, ils n'ont pas de limite pour les francophones. Une fois qu'il y a un patient francophone qui se manifeste, ils les prennent sans aucun critère. Alors, sur une idée me vient, est-ce qu'ils connaissent ce que les réseaux santé fait? La plupart ne connaissent pas. Alors, l'idée me vient en tête, est-ce qu'il ne serait pas possible, dans le cadre de la sensibilisation, que le réseau santé organise
une rencontre, même une fois par année, avec ces professionnels de la santé. Bon, ça, je sais que ça demande beaucoup de temps, dépendant de leur disponibilité, mais si on s'y prend tôt, je pense qu'on peut y arriver. Dans un premier temps, même si on n'arrive pas à réunir les plus grands nombres de gens, mais si d'une manière ou d'une autre, progressivement, d'une année à l'autre, je pense qu'on peut arriver à augmenter le nombre de professionnels de la santé qui adhèrent d'abord à l'idée à ce que le réseau santé fait. Je pense que ça aussi pourra avoir des répercussions au niveau de la population ou au niveau de nos communautés. Absolument. Absolument. Toutes les idées sont bonnes. Et puis, c'est quelque chose là, dont on prend note, n'est-ce pas, Jean? Oui. Et puis, en fait, une chose, dans les recommandations, justement, une chose qui est identifiée, c'est que on fait une recommandation, par exemple, de réseautage, de tout ça. Et quand c'est le réseau santé qui mène ces choses-là, justement, ils vont se faire plus connaître et ça devrait créer comme un engouement autour de justement le réseau santé, mieux les connaître, et mieux recouper les gens. Alors, il y a un peu ce bénéfice de plus qui devrait en ressortir si le réseau est en train de faire justement mener ces activités-là de promotion. Alors, absolument, ça rejoint. Oui, puis à tous les niveaux. Hein, ça, je l'entends très fortement, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de la population, c'est aussi au niveau des professionnels de la santé. Alors, oui, absolument. On vous entend très clairement. Merci beaucoup pour le commentaire. Alors, merci encore pour ce beau boulot. Alors, je voudrais intervenir sur la fréquentation en fait, de nos centres de santé qui sont tenus par des spécialistes francophones, des médecins généralistes francophones. La question que je me pose, est-ce que c'est parce que les francophones ne connaissent pas ces lieux-là qu'ils ne les fréquentent pas? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a un autre problème qui n'est pas dit? Parce que j'ai regardé un peu. Alors, je vais vers ça parce que j'ai été confronté plus ou moins à plusieurs situations ici. J'ai l'habitude de composer avec tous les francophones venant de partout. C'est un problème culturel. Vous remarquerez qu'un nouvel arrivant ou un francophone, initialement, va visiter un médecin francophone. Mais quand il commence à s'intégrer dans cette communauté albertaine, au bout de 2 ans, 3 ans, il change de médecin, il va travailler avec un autre médecin anglophone. Et ça, on a ça constamment. Et je suis allé un peu plus loin, quand dans le temps j'étais leader communautaire, pour comprendre pourquoi est-ce que ça se faisait ainsi. Et grande fut ma surprise que, initialement, je voyais les membres de la communauté africaine qui, pour des problèmes culturels, changeaient de médecin pour aller voir un médecin qui n'est pas un habitué de la communauté. Donc, purement anglophone, parce il estimait que ce qui relevait de sa santé devrait rester plus ou moins secret. Donc, il ne se sentait pas à l'aise de voir un médecin francophone avec lui qui connaissait un peu sa vie. Mais comme je disais, grande fut ma surprise de rencontrer des personnes de la communauté accueillante, notamment, je dirais, excusez-moi du thème, des caucasiens, j'ai des amis, et nous avons fini une activité, et j'ai parlé à une amie qui me disait qu'elle avait des bobos ici. Je dis, mais celui avec qui on était un médecin, pourquoi est-ce que... Elle dit, ah non, je ne préfère pas travailler avec les gens de la communauté. Alors, est-ce que, au niveau du réseau Santé Alberta, vous avez pensé à ce volet culturel ou de valeur qui reste quand même une barrière quand il s'agit de la fréquentation de nos centres de santé? Merci. Je vous dirais, pas sous cet angle-là. C'est une nouvelle lentille que vous apportez. Mais par contre, on travaille beaucoup avec le CEBEP et puis on est extrêmement sensible à toutes ces questions culturelles. Moi, c'est quelque chose qui me porte à cœur parce que j'ai vécu en Afrique aussi. Donc, vraiment, là, ce sont des situations qu'on doit absolument considérer parce que ça apporte une barrière à l'accès de santé. Et puis, merci pour ce commentaire parce que ça nous donne une nouvel angle à regarder quand on parle de différences culturelles pour l'accès. Merci beaucoup. Oui, merci pour ça. Je pense qu'une chose... je pense que c'est vraiment important de noter ça parce qu'on a voulu essayer d'identifier quand on parle de c'est quoi un service qui est adapté à la culture, qu'est-ce que ça veut dire exactement.
On a eu quelques exemples, mais on n'avait pas entendu cette perspective-là. Alors, merci d'avoir partagé. Ça ajoute vraiment beaucoup. Et c'est sûr que c'est pour ça qu'on a gardé ça un peu général quand on parle d'adapter à la culture dans le rapport, justement, c'est parce qu'on n'a pas pu toucher justement tous les angles que ça peut avoir, ça. Alors, il y a quand même un travail à faire en termes d'identifier justement ces aspects-là et comment est-ce qu'on peut équiper justement les professionnels pour peut-être rassurer les gens ou de quoi ça peut avoir l'air. Et ça contribue vraiment beaucoup à ça. Alors, mais tu renforces qu'il y a des discussions encore à avoir par rapport à ça. Alors, merci. On va prendre un dernier commentaire, s'il vous plaît. Sur ce point-là qu'il vient de soulever, je pense que c'est question de parler de la confidentialité dans nos communautés. On doit leur faire comprendre que la santé, c'est confidentiel, comme le droit, c'est confidentiel. Parce que comment ils font quand ils sont au pays? Ils sont en train de voir leurs propres frères et sœurs qui sont médecins. Oui. Donc, quand vous arrivez ici, ce n'est pas parce que la personne est francophone que tout d'un coup, il a perdu la notion de la confidentialité dans le domaine. C'est question de leur parler et puis les rassurer que ce côté-là n'a pas été perdu. Oui. Oui, merci beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose que Jacques, ici, dans ses présentations, dans ses ateliers qu'ils font à travers la province, ce sont des questions qu'ils apportent. Et puis, des journées comme ça, aujourd'hui, c'est tellement important parce qu'on peut se partager ces informations-là pour mieux faire notre travail. Alors, merci beaucoup. Je sais que tu avais dit un dernier commentaire, mais je voudrais juste rajouter quelque chose. Pour revenir à ce que tu dis, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est que la plupart des nouveaux arrivants veulent s'intégrer, veulent parler l'anglais, veulent fonctionner ici, et dans le bilinguisme plus que dans la francophonie. Et puis, je pense que c'est normal et c'est très positif pour eux personnellement, comme pour la société d'une façon plus large. Maintenant, je pense que quand les gens arrivent, ils ont besoin de services francophones. Puis quand on devient plus âgé, il y a des grandes chances qu'on ait de nouveau besoin des services francophones. Donc, c'est vrai que c'est ces deux aspects-là où, on est peut-être moins à même d'avoir besoin ou de demander des services francophones. Un autre aspect, africain, on a un grand afflux de Nigérians. Les Nigérians sont la 3e nationalité de nouveaux arrivants en Alberta depuis l'année dernière. C'est nouveau. Ils étaient 4e ou 5e ou 6e avant. Et beaucoup d'entre eux arrivent médecins et sont certifiés très rapidement par rapport à d'autres nationalités. Ils ont fait des accords un petit peu spéciaux. Et je me demande si un Africain ivoirien va être plus à l'aise avec un médecin nigérian qu'avec un médecin francophone. Est-ce qu'il y a une histoire culturelle là comme ça qui pourrait se mettre en place? Je dirais oui et non. Parce que, comme je le disais tantôt, où je parlais de grande fille à surprise, j'ai rencontré aussi une autre personne de la communauté accueillante qui ne se sentait pas à l'aise d'aller rencontrer un autre médecin avec qui on... Alors, je me dis que le problème est beaucoup plus culturel, parce que je n'ai pas envie de dire, elle a dit non, je ne voudrais pas qu'il aille me toucher, et puis après on va se voir dans les activités. Vous voyez un peu. Alors, il y a quelque chose qui est culturel, qui est valeur, qui est plus profond que rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Pour revenir à la communauté africaine, je dirais que si on veut aller sur le plan culturel, oui, ça pourrait toujours être un frein. Parce que si pour un problème de confidentialité, on ne voudrait pas que X ou Y sache plus ou moins ce qu'on est, dans la mesure où on est de la même communauté, on va préférer aller voir un médecin qui n'est pas de notre communauté. Donc voilà un peu pour dire que le problème se pose toujours. Merci beaucoup. Ça conclut notre présentation aujourd'hui. En salle, vous avez devant vous une copie imprimée du rapport. Sur Zoom, vous avez dans le clavardage du Zoom le lien pour accéder au rapport sur notre site Web. Et puis en salle, évidemment, aussi, vous êtes bienvenus d'aller sur notre site Internet pour retrouver le rapport entier. Je voudrais dire un grand merci à Mathieu Damer, qui est un franco-albertain
qui, non seulement tu as fait ce travail pour nous parce que tu travailles pour une boîte qu'on a embauchée, mais c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la communauté, l'a toujours été. Et puis, je trouve ça tellement important et je trouve ça tellement beau de voir qu'on a beaucoup, beaucoup de talents francophones en Alberta. Il faut le souligner, il faut en parler et puis il faut l'apprécier. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Un grand merci à Paul Denis qui a fait tellement de travail pour pouvoir obtenir le financement qui nous permet d'être réunis aujourd'hui. Paul, tu es une inspiration pour tout le monde. Merci. Gros merci à notre équipe de Calgary. Céline en arrière. On a Jean ici qui se sont démenés. Je sais que vous avez tous reçu des appels de leur part pour vous amener ici. Ils vous ont quasiment tiré par le bras parfois, mais c'est tellement important. Et puis, c'est ça qui fait avancer notre francophonie. Alors, le mot de la fin pour Paul, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Marie-Claude. Puis peut-être on pourrait même offrir une main d'applaudissement à Marie-Claude parce que c'est elle la bosse. Je parlais au début du fait que dans les années passées, on trouvait que la santé, c'est une affaire très personnelle, mais non. De nos jours, je pense qu'il est bon de dire que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Et surtout, quand on vit dans une situation minoritaire, il faut travailler ensemble pour être capable d'obtenir ce dont on a besoin au niveau des services, pas seulement de la santé, mais de plein de choses. Alors ça, c'est la première chose que je retiens de nos discussions. Et aussi, on revient souvent sur le thème de offre et demande active. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit beaucoup de choses, c'est que quand l'offre est retenue, la demande est repoussée. Et ça, c'est révélateur comme pensée. Parce que quand on vit en Alberta, il est très rare qu'on va rentrer à quelque part et qu'on va voir qu'on offre des services en français. C'est écrit nulle part. Alors, si on rentre dans une clinique ou un hôpital, un centre d'urgence, et on ne voit rien en français, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de service. Du moins, c'est ce qu'on pense. Par contre, si on le demande, des fois, on est surpris que, oh, oui, c'est vrai, on a quelqu'un qui peut vous offrir en français. Alors, on a beaucoup de travail à faire, évidemment, pour responsabiliser les gestionnaires de la santé, les autorités de la santé, qu'on doit mettre l'accent sur l'offre active, là où c'est possible de le faire et où ça existe déjà. Alors, quand on parle, un des annexes, le premier, c'est la promotion, la communication, bien, c'est ça. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante aussi. Nous avons développé depuis à peu près 2020 de très, très bonnes relations avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, le ministère de la Santé mentale, le ministère pour les aînés. Et ça, c'est beaucoup dire parce que l'entente bilatérale qui a permis qu'on avance comme on le fait maintenant, c'est pas juste en dernière minute que ça a été accepté, mais c'est le travail au début qu'on a fait depuis 2020 d'établir des bonnes relations avec les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, c'est-à-dire les sous-ministres adjoints, parce que, ça ne surprendra personne, plein de décisions sont prises, non pas par les ministres, mais au départ par les hauts fonctionnaires, les sous-ministres adjoints, qui, avec l'aide de la communauté, peuvent dessiner, mettre de l'avant des projets que, finalement, le ministre accepte et on adopte une politique ou on adopte un projet. Nous avons, je pense, dans ces années-là, fait ce que j'appelle un virage historique dans les relations que nous avons avec le ministère de la Santé, avec le gouvernement en général. Ça a commencé peut-être avec la politique en matière de francophonie,
qui a été adopté en 2017, qui nous a permis de commencer à entretenir des bonnes relations avec le gouvernement, parce que cette fameuse politique, pas une loi, c'est juste une politique, c'est une politique qui a obligé tous les ministères à se doter d'un plan d'action qui répond aux objectifs de la politique d'appuyer la communauté francophone. Alors, tous les ministères sont obligés d'avoir ce plan d'action. Et quand on a vu ça, avec l'aide de la CFA provinciale, on a commencé à rencontrer des ministres, des sous-ministres, et on a osé leur recommander des objectifs à atteindre dans leur plan d'action. En d'autres mots, on n'est pas arrivé là en disant « on veut tel ou tel service ». On est arrivé là en leur disant « vous avez un plan d'action par rapport à la politique, on veut vous aider à meubler votre plan d'action avec les objectifs de la communauté qui seraient en même temps les vôtres. » Parce que nous sommes proches de la communauté, nous connaissons notre communauté, nous connaissons nos besoins, mais on peut vous les verbaliser pour que vous puissiez les mettre dans votre politique. Et ça a marché. La politique en matière de francophonie a fait en sorte que le ministère de la Santé a mis de l'avant son plan d'action, qui au début était maigre, je ne peux pas vous le dire, mais 2 des recommandations du réseau sont maintenant dans la politique, dans le plan d'action du ministère de la Santé. Il ne faut pas que j'oublie de dire certaines choses. Promotion et sensibilisation, on en a parlé un peu. Je pense que c'est la clé. La clé de tout le succès qu'on peut avoir dans le domaine de la santé va passer par cette communication-là. On a parlé de 40 000 francophones à Calgary. On a réussi à avoir 180 personnes qui ont répondu au sondage. On est tous d'accord sur une chose. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre 40 000 francophones à Calgary? On a essayé à travers les écoles, on a essayé à travers toutes les associations que nous avons, qui sont actives dans notre communauté. Comment ça se fait qu'on ne rejoint pas notre monde? Ça, c'est la question qui va nous interpeller pendant tout le temps. Ça va toujours être là. On parle d'un répertoire. On va l'améliorer, mais ça va être toujours à faire et à refaire. Parce qu'un répertoire, c'est quelque chose de vivant. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Alors, moi, dans ma vie, j'ai déjà eu au moins 4 médecins de famille. Hein? Il y en a qui partent, il faut changer. Alors, il y a tout ce travail-là qui doit se faire au niveau du répertoire et comment on va le faire connaître, comment est-ce que ce répertoire-là va devenir utile. On a parlé peut-être d'avoir un guichet unique ou un numéro de téléphone où tous les francophones peuvent appeler puis avoir de l'information à savoir où est-ce que je peux aller chercher les services dont j'ai besoin. Alors ça, évidemment, on a parlé des choses qu'on peut peut-être commencer à faire tout de suite, d'autres qui vont prendre plus de temps, mais au moins, on s'en va dans cette direction-là. Et c'est une première qui se passe ici à Calgary. Une étude en profondeur qui est quand même étoffée, qui est allée chercher des informations qu'on pensait peut-être connaître, mais qui ont été confirmées, ou il y a des informations qui nous ont surpris. Et toutes ces données probantes, toutes ces informations vont nous aider à tracer les activités, les plans d'action que nous allons devoir mettre ensemble en communauté pour avancer. Il va toujours y avoir des défis. Je pense que c'est peut-être normal parce que quand on vit dans l'Ouest canadien, on a beau être 40 000,
sur 1 million et plus d'habitants à Calgary, ça fait un pourcentage qui n'est pas tellement grand. Mais nous avons des organisations, nous avons des capacités qu'on n'avait pas avant, qui se meublent maintenant dans nos plans d'action et puis qui vont nous permettre d'avancer. Alors, épaule à la roue, tout le monde, et on va avancer. Les nouveaux arrivants, ça c'est sûr, on parle d'aller de 4 à 6 au Canada de réfugiés et d'immigrés. Et on parle de passer de 6 à éventuellement 12 Mais 4 de tous les immigrants au Canada, c'est 20 000 personnes par année. Mais 6 c'est 30 000 personnes par année. Puis là, on va aller à 12 Alors, vous voyez comme moi que l'immigration au Canada s'en va de façon vertigineuse et ça monte rapidement. Le défi qu'on va avoir, c'est d'être prêt à offrir les services dont ces gens-là ont besoin en arrivant ici. Le logement, l'éducation, la culture, tout le côté social et la santé, évidemment. Alors, on a des tâches qui vont se multiplier et des grandeurs qui vont prendre d'énormes proportions d'ici peu, parce que cette immigration-là, ça va continuer à venir pendant un bon bout de temps. Alors, on a une possibilité d'offrir des services à des endroits qui existent déjà. Je pense que c'est une piste qu'il va falloir poursuivre. On parlait de Alex. Apparemment qu'il y a 2 médecins francophones à cet endroit-là. Apparemment qu'il y a des médecins francophones dans certaines cliniques à Calgary. Alors, notre travail, en premier lieu, ce serait d'aller voir ces gens-là et dire, est-ce qu'on pourrait annoncer que vous offrez des services en français et que vous acceptez des nouveaux clients à notre communauté? Alors, il y a des choses qu'on peut commencer à faire tout de suite. Et là, je vois que Marie-Claude est toute proche. Elle veut que je finisse. Alors, bravo, merci d'être là et bon succès. Merci, Paul, mais surtout, merci beaucoup à vous tous en salle. Merci beaucoup sur Zoom. C'est un grand plaisir de vous recevoir. On va vous laisser le mois de mai pour digérer le rapport. Au mois de juin, là, vous pouvez vous attendre à avoir d'autres nouvelles de nous. On va certainement rechercher l'appui de la communauté pour passer de l'avant avec les suggestions, puis des nouvelles stratégies et des beaux rêves. Merci beaucoup.